Bonjour à tous, il fait très beau, c'est le printemps, un grand soleil presque partout en France. On a mesuré 20 degrés à Montbéliard, 18 à Saint-Pierre-Quiberon, 17 à Épernay, 18 à Saint-Rémy-de-Provence. Le soleil, ça ne se gâche pas, profitez-en en terrasse par exemple, ou profitez-en aussi pour avoir de l'électricité gratuite. Oui, même pour faire le plein de la voiture, c'est possible. Et cette chaleur, ça ne dure pas forcément toute l'année. Le chauffage, ça coûte de plus en plus cher. Donc pourquoi pas le payer 2 fois moins cher? Ça c'est possible cette fois-ci avec des pompes à chaleur. Est-ce que c'est possible tout ça? Oui, bien sûr. Ce sont les meilleurs experts qui vont vous l'expliquer. On est en direct, c'est les experts. Ça commence maintenant. Et les meilleurs experts aujourd'hui qui sont avec nous, c'est André Joffre. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes président de Qualité NR. C'est une asso sérieuse, elle est reconnue par l'État. Oui. Vous labellisez des artisans RGE, reconnus garants de l'environnement. C'est ceux qui donnent accès à des aides et qui garantissent qu'on ait une situation très convenable à la maison pour tout ce qui est de la rénovation énergétique. On parle aujourd'hui particulièrement des panneaux solaires, vous l'avez compris, et des pompes à chaleur dans tous leurs états. À vos côtés, Lucas Sittler, vous êtes de l'Agence parisienne du climat. Vous êtes chargé de mission. Alors j'ai noté énergie renouvelable et récupération. Je ne savais pas ce que c'était récupération. Vous pouvez le dire à tout le monde? Ok, en effet, les énergies renouvelables et de récupération. Donc renouvelables, on connaît, ça sera les panneaux solaires dont on va parler. Mais de récupération, ça sera issu de, par exemple, lorsque vous allez envoyer vos déchets dans une usine, ils vont les brûler et la chaleur produite par la combustion, elle va être récupérée pour pouvoir alimenter, par exemple, le réseau de chaleur urbain qui se trouve sous nos pieds à Paris. Voilà des choses qu'on ne soupçonne pas forcément. Les panneaux solaires, les pompes à chaleur, ça on connaît, mais on ne maîtrise pas forcément très bien le sujet. On a envie de se lancer, mais c'est pas forcément à la portée du premier venu. Heureusement, vous pouvez être très très bien accompagné. On va voir tout ça ensemble. En attendant, je vous conseille de lire notre dossier qui se trouve ici sur Merci pour l'info. Vous pouvez aussi nous retrouver sur mercipourlinfo.fr/énergie pour lire les conseils de nos experts. L'info sur Merci pour l'info, bien sûr. Et puis, les panneaux solaires, les pompes à chaleur, est-ce que vous maîtrisez un petit peu le sujet? Est-ce que vous savez si c'est utile pour vous? On est allé vous poser la question, c'est vous qui le dites. Selon vous, quels sont les principaux avantages et inconvénients des panneaux solaires? Avantage, réduire sa facture d'électricité. Peut-être pour l'environnement, ça pourrait changer quelque chose. Les panneaux solaires, pour le moment, la technique n'est pas trop bien maîtrisée. Mais inconvénient, en fait, c'est assez instable parce que s'il pleut tout le temps, ça réduit pas du tout notre facture. Et je sais pas dans quelle mesure ça peut vraiment fournir l'électricité pour toute une maison, par exemple. Malgré toutes les publicités qu'il y a, on ne sait pas si on va pouvoir bénéficier d'une électricité à tarif réduit ou pas. Savez-vous comment fonctionne une pompe à chaleur? Non. D'après ce que j'ai compris, on va puiser la chaleur qui est sous terre et la faire remonter pour chauffer de l'eau. Non, ça je ne sais pas. C'est ce que j'ai appris en regardant la télévision. Est-ce que vous pensez que l'énergie solaire est rentable sur le long terme? Absolument. Oui, parce que ça peut faire de l'Internet, je pense naturellement aussi. Sur le long terme, oui, mais je pense qu'il faut énormément de panneaux. J'ai un peu du mal à me rendre compte parce que j'ai l'impression qu'il faut investir pas mal justement avant que ce soit totalement rentable. Donc oui, sur le long terme, mais au début, ça peut être un peu fort. Avez-vous une idée du coût de l'installation de ces équipements? Aucune. Vraiment pas du tout pour le coup, j'ai pas d'ordre d'idée là. Je pense que ça pourrait faire un budget, oui. Eh bien oui, on l'a vu, pas mal d'appréhension, des doutes, voire un peu de contre-vérité aussi. C'est pas encore tout à fait au point tout ça. Vous êtes là pour nous expliquer que finalement, oui, vous n'êtes pas des vendeurs de panneaux solaires et de pompes à chaleur. Donc vous n'êtes pas là pour nous vendre quelque chose qui ne marcherait pas. Vous êtes là pour nous certifier qu'on a tous à y gagner. On va rentrer tout de suite dans le concret avec une question de Laurent. J'habite à Luzarches, dans le 95. Est-ce que c'est pertinent d'avoir des panneaux solaires photovoltaïques sur mon toit? Ah oui, absolument. C'est pertinent partout. Et à Dunkerque, et à Melun, et à Romorantin, et à Marseille aussi. Vous savez qu'une des régions qui installe le plus de panneaux solaires, c'est l'Écosse. Le nord de l'Angleterre s'équipe beaucoup de panneaux solaires. Il pleut énormément en Écosse, donc à Luzarches, tout va bien. En Allemagne, on installe à peu près 4 à 5 fois plus de panneaux solaires qu'en France. Rappelons que ce n'est pas le soleil qui nous éclate les yeux qui va nourrir le panneau, mais c'est de la luminosité, même s'il y a des nuages, il y a la luminosité. Exactement. En fait, si on compare Paris et Marseille, par exemple, on va produire à Marseille à peu près 20 à 30% de plus qu'en Paris. Ça veut dire que si on met 30% de panneaux en plus à Paris, on produit la même quantité d'énergie à Paris qu'à Marseille.
Ok, bon, c'est très clair comme ça, on parle de photovoltaïque ici. Quelle économie espérer, nous demande Martine. Alors, moi, j'ai juste un petit chiffre pour vous donner une idée pour la plus petite installation à prévoir. C'est 3300 kWh. C'est la production annuelle moyenne d'une installation de 3 kW crête. Alors, on ne va pas jargonner trop, on va essayer de faire attention à ça. Ça, c'est à Paris. Hein. Mais voilà, c'est à Paris. Ouais. Donc, les 3300 kW crête, quand même, pour une installation dans pas la ville la plus lumineuse de France, c'est quand même, selon Espool, qui est une association très sérieuse, qui a calculé l'économie réalisée, c'est 830 € d'économie d'énergie sur la facture. C'est 30-40% pour la plus petite installation. Ouais. 3 kW crête, vous faites le double, vous améliorez votre économie aussi. Oui. Donc oui, on a à y gagner. Quelle est la puissance recommandée ? Pour embrayer un peu sur ce chiffre-là, nous demande Amélie, pour 146 mètres carrés de la partie jour de la maison, vous avez une grande maison Amélie, c'est 146 pour la partie jour et 132 pour la partie nuit. La question d'Amélie est très précise. Alors la question elle est complexe parce qu'en fait c'est les équipements qui comptent. Ça dépend comment on équipe sa maison, comment on produit son énergie, la chaleur en particulier. Selon que c'est fait avec une chaudière ou avec des pompes à chaleur par exemple, c'est différent. Et puis surtout quelles sont les perspectives. Si on envisage d'avoir une voiture électrique dans un avenir proche, il est intéressant d'envisager peut-être de mettre un peu plus de surface. Parce que lorsqu'on ouvre un chantier, lorsqu'on fait une installation, ce n'est pas tellement la surface de capteur qui va déterminer le prix. Enfin, ça va influer naturellement, mais disons que ce n'est pas le double si on double la surface de capteur. Vous voyez ? Par exemple, faire un carport pour une voiture. Oui, là c'est très très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'occasion de faire le plein de la voiture tous les jours. Exactement. À l'œil. Exactement. Et en plus de ça, c'est 3 000 € à peu près, un carport préinstallé. Oui. On va compter entre 1 000 et 2 000 € pour la borne. C'est important aussi de tout budgéter. Une borne de recharge rapide, c'est 2 000 €. Oui, mais là, vous avez des subventions. En plus, c'est subventionné jusqu'à 75%. Tout à fait. Dans les limites de 800 €, je crois. Alors, en fait, si vous voulez, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on envisage comme ça de se projeter un peu dans le futur, on va essayer de dessiner un peu quelles sont les perspectives. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir déterminer quelle est la surface optimum qu'il faut installer, la puissance optimum. En fait, jusqu'à présent, on installait généralement 3 kW de puissance parce que ça correspondait à peu près à la consommation d'une maison hors chauffage. Et puis maintenant, on s'aperçoit que c'est plutôt 6 kW, voire même 9 kW. Et s'il y a une voiture, ça change beaucoup de choses. Et ça va permettre de pouvoir... Alors la voiture, elle a un double intérêt, c'est que les nouvelles voitures qui arrivent sur le marché, elles ont la possibilité de servir de batterie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut charger sa voiture dans la journée, et puis le soir, par exemple, pendant les heures de pointe, quand il n'y aura plus de soleil, plutôt que d'acheter sur le réseau, on va prélever dans la batterie de sa voiture. Ça, c'est assez intéressant, effectivement, avec les voitures de dernière génération où la batterie va dans les deux sens. Tout à fait. On peut récupérer ce qui est chargé dans la voiture pour éclairer la maison, pour lancer le lave-vaisselle quand il n'y a plus de soleil la nuit. Absolument. Et là, on peut faire un petit cocorico parce que c'est la nouvelle Renault 5 et la nouvelle 4L, qui sont des voitures françaises qui ont développé ce concept. Cocorico avec vous aussi, bien sûr. Une question de Sandra. Les panneaux solaires, est-ce que c'est vraiment écolo ? Oui, les panneaux solaires, c'est écolo, ça produit de l'électricité locale et renouvelable, en effet, c'est ce qu'on disait. Par conséquent, ça l'est, et puis ça l'est d'autant plus que désormais, ils sont recyclables à plus de 90%. Et qu'ils ont une durée de vie déjà assez longue, parce qu'un panneau solaire, c'est garanti de produire 85% de sa capacité neuve au bout de 20 ans. Ouais. Donc, exactement, ça peut même durer jusqu'à 40 ans, selon encore une fois Espool et d'autres acteurs. On ne parle plus des panneaux solaires d'il y a 10 ou 20 ans. Hein. Là, on est sur des nouvelles générations, c'est très différent. Pour ceux qui ont des mauvaises expériences, je sens Castar dans la question de Sandra aussi un petit peu. Moi, j'ai été invité pour fêter le 50e anniversaire d'un panneau solaire au Japon. Vous voyez ? Ça a que 50 ans, les panneaux solaires ? Ah non, c'est un peu plus, puisque ça a commencé en fait, au 19e siècle. C'est un dénommé Becquerel, dont le père était, dont le fils est devenu célèbre ensuite parce qu'il a travaillé sur le nucléaire, sur les radioactivités, mais il a donné le nom d'ailleurs à l'unité de mesure. Ouais. Mais c'est lui qui avait développé la première cellule solaire. Et donc, dans les années 50, en fait, les premières cellules ont équipé les satellites, parce qu'on n'avait pas d'autre moyen d'amener de l'électricité en orbite. Et puis ensuite, progressivement, on a alimenté des sites isolés, des refuges de montagne, des choses comme ça. Et puis, progressivement, dans les années, en gros, 2000, on a commencé à raccorder les maisons, à équiper des maisons qui étaient raccordées, et donc à produire de l'électricité sur le réseau. Quelle est la durée de vie moyenne d'un panneau solaire, nous demande Lucie ?
ce qu'on disait, entre 20 et 40 ans. 40 ans. Par contre, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est qu'il y a d'autres outils, d'autres N'importe quel panneau. mécaniques. Les panneaux photovoltaïques, c'est Photovoltaïques 20 à 40 ans, en effet, comme les onduleurs qui vont avoir une durée de vie un peu plus faible. Pas de question de marque, il n'y a pas une marque qui est meilleure que Oui, l'autre. bien sûr, ou bien sûr, bien sûr. Ça se joue à la marge ou il y a des vraies différences? Ah oui, il y a des vraies différences. Vous avez des premiums, en fait. Il y a une dizaine de fabricants dans le monde qui sont de très grande qualité. Et puis vous avez des produits un peu de seconde zone, hein, voilà, qui sont moins garantis, etc. Et qui sont beaucoup moins chers. Bah dans la question de Sandra, enfin je devine ce que vous pensez, Sandra, je me trompe peut-être, mais je prolonge sa question en tout cas. C'est pas forcément made in France, un panneau solaire. Donc finalement, son bilan carbone et sa qualité, enfin sur tous les clichés, ça va être s'il est venu de Chine, s'il a été fabriqué dans une usine au charbon, s'il n'a peut-être pas été aussi bien fabriqué que Cocorico made in France, ce qui est plus vraiment vrai. Hein, on peut plus vraiment attaquer la Chine sur ces questions-là, sur sa production. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Alors, c'est vrai que si vous voulez, les panneaux solaires sont majoritairement fabriqués en Chine. C'est normal. La Chine représente la moitié du marché mondial. Ils sont très en pointe. Ils sont très en pointe. Ils ont commencé. Ils ont investi une centaine de milliards à peu près il y a 15 ans pour lancer l'industrie. Alors que nous, en France, on considérait que, moi je me souviens, dans les ministères, on m'a dit, quand je suis revenu d'une tournée en Chine, j'avais expliqué un petit peu ce qui allait se passer, du moins ce que pensaient qui allait se passer de la part des Chinois, et on m'a dit, écoutez, c'est génial, votre truc et tout, mais le solaire restera toujours un gadget. Voilà. Ça, c'était il y a 15 ans, c'est pas si vieux. Hein. Bon. Et donc, progressivement, aujourd'hui, on comprend, et donc on a des projets d'usines en France. Il y a déjà des usines qui fonctionnent, notamment en Alsace, et puis il y a d'autres projets qui sont en train de se construire, des gigafactories de panneaux solaires qui vont voir le jour très certainement l'année prochaine. Elles vont commencer à produire l'année prochaine, en 2026. Donc on peut choisir des panneaux solaires. Et donc, bien entendu, on a des produits français aujourd'hui, absolument. Ils sont beaucoup plus chers? Non, ils ne sont pas beaucoup plus chers. Et puis, comme le prix des panneaux solaires a tellement diminué, on a divisé par 10 en 10 ans le prix des panneaux, qu'aujourd'hui, même une petite différence de 10%, c'est absolument marginal. Vous savez, sur une centrale solaire, les panneaux solaires, c'est moins de 20% du coût. Par contre, l'installation, etc., ça, c'est du local. Oui, d'ailleurs, on va peut-être prendre un peu d'avance sur ce qu'on avait prévu là, sur le coût d'un panneau solaire. On a fait un petit tableau qui vous synthétise combien ça coûte une installation. Alors, évidemment, on rappellera jamais assez dans cette émission que chaque cas est individuel. On va sur Qualité-ENR pour choisir son artisan, on peut aller sur France Rénov pour se faire accompagner aussi. Mais globalement, une installation de 3 kW crête, de 6 ou 9 kW crête, vous en parliez tout à l'heure, une petite, moyenne, grosse installation, soit c'est une voiture. Ça exige un nombre de panneaux qui va de 8 à 16 à 24. Ça prend une petite surface de toit. Voilà, il faut considérer aussi la surface qu'on a, l'inclinaison, la pente qu'on peut exploiter. Et puis le prix moyen d'une installation, alors ce sont les derniers chiffres d'Espool que nous avons trouvé très sérieux, c'est à partir de 7 500 € quoi, pour une petite installation. C'est pas un gros investissement, ça c'est rentable vu l'économie qu'on fait sur ne serait-ce que la facture du bruit électrique de la maison, c'est-à-dire le frigo, les appareils plus communs, c'est amorti en 5 ans, en 7 ans. Vous avez vu, tout à l'heure on parlait d'économie, c'était 800 €, dans le midi c'est plutôt 1000 € d'économie, donc vous voyez, ça, en 7 ans c'est payé quoi. Okay. Et vous me l'avez vendu, ça m'intéresse pour la maison. Et c'est payé avec les prix d'aujourd'hui. Or les prix de l'électricité, on sait qu'ils vont augmenter dans le futur. Donc si vous voulez, quand vous faites des projets en autoconsommation, vous êtes rentable dès maintenant. Et surtout, vous êtes sûr que vous allez encore plus gagner d'argent dans le futur. Le calcul de rentabilité que je fais aujourd'hui, il faut que je mette un petit coefficient parce que ça sera encore plus rentable demain. Vous avez raison, le prix de l'énergie a plutôt beaucoup pris, ça va continuer. Et ça va continuer, absolument. Une question de Eric. Comment choisir la meilleure... Ah non, pardon, une question de Jeanne, je vous oublie Jeanne, pardon. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation administrative? Bonne question, Jeanne. Il faut une déclaration préalable de travaux quand on veut poser un panneau solaire thermique ou photovoltaïque parce que vous changez l'aspect extérieur de votre bâtiment. Ok, donc pas besoin d'autorisation, sauf peut-être quand on est bâtiment de France dans un endroit qui est sur... Alors en effet, dans des... là, ça semble compliqué. Là, dans des villes comme Paris, il y aura toute une discussion à avoir, en effet, avec des zones qui sont indiquées dans des documents d'urbanisme comme le PLU ou avec les articles des bâtiments de France, par exemple. S'il y a une sorte de co-visibilité, c'est-à-dire que si on voit depuis le toit un monument historique et si depuis le monument historique on voit le toit, c'est compliqué en effet d'installer des panneaux solaires. Sinon, si je ne suis pas concerné par les zones protégées par les bâtiments de France, une simple déclaration à la mairie suffit. Je n'ai pas besoin d'attendre une autorisation, c'est ce que vous nous dites. Oui, une déclaration préalable aux travaux. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Quel dispositif choisir Quel dispositif choisir? C'est vrai qu'on parle des panneaux photovoltaïques depuis un petit bout de temps maintenant. Mais il y a panneaux photovoltaïques et il n'y a pas que
On ne pense pas forcément à tous. Donc justement, ça tombe très bien. Sandrine est venue nous préparer un petit topo de qu'est-ce qui existe comme panneau, de quoi est-ce que je peux équiper ma maison. C'est la chronique de Sandrine avec Maison Créative. Salut Mathieu. Salut Sandrine, rebonjour, on se connaît parce qu'on travaille à côté. Sandrine, c'est la directrice de la rédaction de Maison Créative et justement tu as fait tout un dossier dont le numéro qui est actuellement au kiosque et que j'ai ici. En plus moi je ne l'ai même pas payé parce que tu me l'as offert, mais il n'est pas cher donc on peut se l'offrir. Mais tu peux toujours me le payer si tu veux. Ok, ça fait, ça va. Ça va. Et tu nous expliques dedans notamment que on parle de panneaux solaires. Alors maintenant on a tendance à dire oui je m'y connais, je parle de panneaux photovoltaïques. Alors oui, justement, il y a plusieurs panneaux solaires. Et vous en parliez tout à l'heure. Donc on a les photovoltaïques, ce sont les plus connus. Ils sont installés principalement sur les toits. C'est vrai que eux, tout simplement, ils vont en fait convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et vous parliez de l'autoconsommation, c'est quand même le système le plus simple évidemment pour pouvoir, par exemple, chauffer son eau de piscine, pour utiliser ces petits appareils électroménagers, pour un petit peu de chauffage. En fait, tout ce qui va être, même pour le carport, justement, on a du photovoltaïque. Tu en parlais tout à l'heure pour charger sa voiture. Donc on choisit l'autoconsommation avec éventuellement la revente du surplus, mais ça n'est pas garanti que ça soit toujours très bien payé demain, la revente du surplus. Vous en parliez tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Après, il y a le petit moins quand même. C'est vrai que c'est l'énergie justement qui est exclusivement utilisée dans la journée. Et alors quand on rentre le soir et qu'on met en route un petit peu tout ça, puisque si on est en télétravail, on peut éventuellement en profiter la journée, mais le soir, c'est là où on peut risque un petit peu d'avoir. Ça va être l'inverse des heures creuses, il faut prendre l'habitude de brancher ses appareils à midi. Exactement. Alors après, on a aussi l'autre système qu'on appelle le thermique. Donc le thermique, comme son nom l'indique. C'est pour faire chaud. Exactement. Alors on va produire de la chaleur, on a de l'eau chaude, du chauffage qui va alimenter les planchers chauffants, les radiateurs, etc. Le petit plus, c'est on réduit, vous en parliez également tout à l'heure, considérablement en fait sa facture énergétique. Et puis stop à la dépendance justement du prix qui varie, qui monte, qui ne cesse de monter. Mais si et seulement si vous avez pensé à installer un système de chauffage central, sinon ça ne fonctionnera pas. Le petit moins quand même, il faut avoir un besoin réel, alors pour le thermique d'eau chaude, puisque ça produit énormément de chaleur, et c'est pas suffisant quand même pour chauffer toute la maison. Il faudra penser quand même à une installation complémentaire, avec des aides peut-être, sur une pompe. C'est pas miraculeux, ça divise la facture par deux, quoi. Ça divise les factures, c'est pas mal. Je pense qu'en hiver ou dans les pays un petit peu plus, le nord de la France par exemple, pour ne pas hésiter, il fait un petit peu plus froid. 300 balles de chauffage par mois l'hiver, divisé par deux, c'est déjà intéressant. C'est pas mal, mais il faudra penser à une petite pompe à chaleur RO par exemple. Justement, on va en parler des pompes à chaleur RO. Mais je voulais te demander, dis donc, il y a celui qui me fait l'électricité, il y a celui qui me fait du chauffage, est-ce que tu n'as pas les deux? Si, j'ai les deux, monsieur. J'ai les deux, ça s'appelle l'aérovoltaïque, tout simplement. Alors, il est plus connu sous le nom de R, panneau hybride, et il produit, donc, comme tu disais, le chauffage et l'électrique, évidemment. Face au soleil, on a l'électrique. À l'arrière, on récupère la chaleur, ce qui est plutôt intéressant. Alors tout à l'heure, on parlait de rafraîchir. Je vais corriger et vous écouter. C'est vrai qu'on ventile l'air intérieur. Alors c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait que la qualité de l'air intérieur n'est pas très bonne. Donc, justement, une très bonne VMC, on peut se passer de clim. Hein. Exact. Alors, ça dépend, parce que quand tu parlais de Saint-Rémy-de-Provence, il fait très chaud l'été. Quand on se prend 40 degrés et 25 la nuit pendant 5 jours, c'est pas la même. C'est quand même toujours très important. Alors c'est vrai qu'on réduit évidemment jusqu'à 50% ses dépenses de chauffage, on améliore la qualité de l'air. Le petit moins quand même, vous en parlez tout à l'heure, c'est la question de la rentabilité. Ça coûte un petit peu plus cher, on n'a pas encore un retour sur une rentabilité certaine. Tout le monde n'en a pas forcément besoin, ça dépend aussi comment est isolée la maison et beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas trouvé là lequel il vous faut absolument, c'est parce que vous avez besoin d'être accompagné. C'est un métier, c'est pas forcément le vôtre. Donc pour être accompagné, on peut aller sur Qualité pour trouver des artisans, on peut aller voir France Rénov aussi, on va voir que c'est pas très aidé, les panneaux solaires. Pas trop, pas du tout presque. Mais l'iconographie est très intéressante en tout cas, on l'a vu tout à l'heure. Ça vous guide, ça vous explique avec des petits dessins, la petite circulation de l'air, etc. C'est vraiment très intéressant. Okay, moi je suis convaincu, une fois que je me suis fait installer le truc, parce qu'en plus maintenant j'ai déménagé, j'habite en banlieue lointaine et donc j'ai une petite maison. J'ai envie de tenter le truc, mais est-ce que je dois l'entretenir un peu après? Est-ce que tu as des tips pour ces choses-là? Alors c'est comme tout s'entretient évidemment pour que ça dure un petit peu plus longtemps. S'il pleut beaucoup, on n'est pas obligé de trop nettoyer, mais c'est quand même mieux. Moi, j'ai envie de te dire que si tu dois maximiser, optimiser, tu peux peut-être sur ton toit avoir les deux. Tu peux avoir du photovoltaïque et du thermique, ça peut être intéressant. Pas l'installation qui fait les deux, mais... Non, tu peux aussi en avoir deux, ça dépend comment est composée un petit peu ta maison. Et puis, une toiture, c'est vrai que sans ombre portée, c'est bien aussi. Je ne sais pas comment est la tienne. C'est quand même plus facile qu'elle soit inclinée à 30 degrés. Moi, je suis est et ouest les pentes, donc c'est pas terrible. Mais c'est incliné à 30 degrés. Mais ça fonctionne, on est d'accord. Ça peut tout à fait. Vous validez? On retourne sur les 30% entre Marseille et Paris.
Non, et puis surtout, les panneaux solaires, leur prix a tellement diminué qu'on peut en mettre un petit peu plus, même si on n'est pas incliné de façon optimale. Voilà. Alors, je me permets de parler d'autres panneaux aussi dont nous avons parlé sur Merci pour l'info, ce sont les panneaux dits plug and play. Oui. C'est-à-dire ceux qu'on va chercher à Leroy Merlin, à Saint-Maclon, enfin, je sais pas des noms de magasins de bricolage, des petits kits tout prêts. On les prend, on les branche sur la prise de la maison. Ouais. Alors, ça fait un peu moche dans le jardin, mais enfin, si vous intéressez une prise extérieure, 2 par pain pour que ça le maintienne, faites pousser des fleurs autour un peu pour que ça soit pas moche. Et là, vous avez un truc qui vous a coûté 700 balles et qui amortit très vite. Alors, en Allemagne, ça s'utilise beaucoup, on appelle ça des panneaux de balcon, parce qu'elle se met devant le garde-corps du balcon. En fait. Peut-être c'est moche, mais on a eu beaucoup de paraboles, maintenant il y en a plus. Et donc, le gros avantage, c'est que si vous êtes locataire, vous pouvez quand même l'installer. Et repartir avec. Et quand vous repartez, vous amenez votre panneau avec vous, comme vous amenez votre. Si je suis locataire, mon propriétaire, il ne veut pas faire les travaux, mais je peux quand même faire des économies avec ça. Vous voyez, pour tout le monde. Donc, alors bon, c'est limité parce que la puissance ne peut pas être très importante, puisque en fait, il y a des réglementations aussi qui permettent d'utiliser ou pas des prises électriques. Dans tous les cas, de toute manière, il faut un installateur qualifié qui va vous donner, qui va vérifier si votre installation existante est compatible pour pouvoir accepter ce genre de choses. Eh bien, Sandrine, je te lirai, parce que je ne t'ai pas lu encore, tu me l'as donné tout à l'heure, mais je te lirai en rentrant à la maison ce soir, et on peut te lire, parce que ceux du bureau, il est actuellement au kiosque. Vous pouvez le trouver chez vous. Merci beaucoup pour ton petit mot. Et puis on suivra aussi toujours l'éco-réno, c'est un intérêt. L'éco-réno, on en parlait, c'est éco-responsable de toute manière, donc il faut que ce soit une bonne solution à adopter. Alors nous, je ne sais pas si on est super écolo, merci pour l'info, c'est toujours un bonus. Hein. Par contre, on aime beaucoup faire des économies, et voilà, ça se rejoint quand même très largement. Ça marche en général très bien de pair. Merci beaucoup Sandrine. On continue avec les questions de nos spectateurs. Quels sont les coûts d'entretien des panneaux solaires, nous demande Alain. Bon, alors c'est assez faible finalement parce qu'un panneau solaire, c'est statique en fait. La seule partie qui est un peu sensible, c'est l'onduleur qui va transformer le courant continu du panneau solaire en courant alternatif pour le rendre compatible avec le réseau. Donc c'est cette partie-là qui est la plus fragile, je dirais. Alors, on considère qu'il faut prévoir dans tous les 15 ans de le remplacer, même si aujourd'hui les appareils sont de plus en plus robustes. Ça coûte combien l'onduleur dans l'installation? Ça coûte 1000 €, je dirais, pour une installation de petite taille. Hein. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Mais c'est des produits d'abord dont le prix baisse dans l'avenir. Donc si vous achetez une installation neuve aujourd'hui, dans 15 ans... 1000 € sur 15 ans, voilà. C'est un amortissement acceptable. Et puis vous le paierez certainement moins cher dans 15 ans. Hein, voilà, dans tous les cas, de toute façon, on fait beaucoup d'économies. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, pour amortir une installation solaire, on l'a vu tout à l'heure, on voit qu'on est 800 000 € d'économie par an. Un prix d'entrée de l'ordre de 7-8 000 €. Donc, vous voyez, c'est moins de 10 ans. 7 ans, la petite installation, je l'ai amortie. Voilà, absolument. Et les panneaux durent au moins 25 ans. Absolument. 20 ans, 25 ans. Donc, je n'ai que à y gagner. Absolument. Okay. Si je ne déménage pas tous les 2 ans. Hein. On l'a vu, même quand on est locataire, quand on bouge beaucoup, il y a le panneau plug and play. Et alors, si vous êtes sur une maison sur laquelle vous allez installer des panneaux solaires, vous allez donner de la valeur à votre maison. J'allais vous demander, ça apporte une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, on mesure sur le marché. Il y a des gens qui achètent une maison plus chère parce qu'il y a l'installation. En fait, vous allez permettre d'avoir une maison qui va consommer moins d'électricité. Vous allez payer moins d'électricité à votre fournisseur. Moi, quand j'ai acheté ma maison, il y avait 2500 balles d'énergie dans l'année, ça m'a paru beaucoup. Voilà. S'il y avait eu quelques panneaux et que ça avait été 1000 € de moins, c'était un argument aussi. Pour l'entretien, juste, il y a la différence entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Pour le solaire thermique, je pense que c'est très important de vérifier l'entretien parce qu'il y a du liquide à l'intérieur. Donc s'il y a des fuites, ça peut occasionner des dégâts sur votre bien, votre logement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et concernant en effet le photovoltaïque, il ne faut pas confondre entretien, nettoyage et aussi entretien des systèmes. Et donc ça va chiffrer à une petite centaine d'euros, aux alentours d'une centaine, une centaine d'euros. Oui, comme on a l'habitude de faire entretenir sa chaudière chaque année, ou faire un ménage cheminée, c'est 50 balles. Ce que je veux dire, en général, l'installateur, si vous voulez, il va vous entretenir la chaudière, etc. Il va faire l'ensemble. Ça vaut le coup de signer le contrat avec l'installateur? Bah oui, bien sûr. C'est lui qui connaît l'installation, il a installé. Donc voilà, le mieux c'est de faire appel à lui. Et souvent d'ailleurs. Il vous rappelle chaque année, c'est pas vous de le faire. Avant la saison de chauffe, il va venir vérifier votre chaudière, etc. Et en même temps, il fera le solaire. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a effectivement les tableaux électriques, ça doit s'entretenir. Généralement, on ne le fait pas. Hein. Quand on n'a pas de solaire, on ne fait pas d'entretien des panneaux, du tableau électrique, ça ne s'entretient pas. Et donc ça, il faut le faire effectivement pour vérifier que tout est correct, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une installation qui va injecter de l'électricité sur le réseau.
Donc c'est quand même un outil de production. Oui, je ne fais pas que la recevoir, j'en réinjecte sur le réseau aussi. Exactement. Une petite question d'actualité à ce sujet-là, on l'esquissait tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut revendre l'électricité qu'on n'a pas consommée de nos panneaux, on peut la réinjecter sur le réseau et il y a l'obligation de la part de l'opérateur historique de nous la racheter à un tarif qui est plutôt convenable puisqu'il est quelque chose comme 20 ou 30% en dessous du prix où nous on lui achète. Donc c'est intéressant, ce n'est peut-être plus le cas demain. Non, parce qu'en fait, les pouvoirs publics souhaitent favoriser l'autoconsommation et donc rien de tel pour encourager l'autoconsommation que de dire aux clients on va vous racheter l'électricité à très bas prix. C'est autour de 4 centimes. Moi, je vais consommer mon électricité, je n'ai pas une pile à hydrogène non plus pour la stocker pour la nuit, donc voilà. je suis pas sûr que ça change la face du monde. Quand même. Voilà, donc l'option de la voiture électrique qu'on va recharger, ce n'est pas une mauvaise piste. Et on tombe sur la R5 et la 4L. Et puis il y a aussi servir de pile. Oui, tout à fait. Et il y a aussi des fabricants qui proposent des batteries virtuelles, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous achètent cette électricité pendant les heures où vous n'en avez pas besoin, pour vous la restituer ensuite le soir quand vous en avez besoin. Alors ceux-là, aujourd'hui, ils n'étaient pas forcément très intéressants vu le prix d'achat. Ils vont le devenir grâce à ça. Absolument. Et l'autoconsommation, il faut voir ça au niveau de votre immeuble, mais vous pouvez aussi créer une structure avec d'autres immeubles, d'autres maisons et des commerces qui pourraient, eux, consommer de l'électricité à des moments où vous, justement, vous ne le consommez pas. C'est ce qu'on appelle donc de l'autoconsommation collective qui nécessite une personne morale organisatrice. Tout ça, en effet, vous pouvez être accompagné dans les espaces Rénov et Qualité ENR, mais ça, c'est aussi une manière de maximiser l'autoconsommation. Justement, c'est une question de Véronique qui nous parvient à l'instant. Peut-on installer des panneaux solaires sur un immeuble en copropriété ? Oui, on n'oublie pas les copropriétés. Ça vous paraît peut-être compliqué, Véronique, mais non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. C'est en effet le même installation. Hein. Il y a une toiture. On a la même technologie, les panneaux photovoltaïques. Il faut par contre, en effet, faire appel à un bureau d'études puisqu'on va commencer à dimensionner, vérifier la toiture, l'état de votre toiture. Ça, c'est très important. En copropriété, c'est intéressant de faire la toiture puisque si il y a des petits problèmes de structure, ça va s'affaisser. Et aussi, vous allez pouvoir vous engager dans un projet de rénovation énergétique globale à partir de cette porte d'entrée. C'est-à-dire que lorsque vous touchez votre toiture, vous pouvez refaire l'isolation. Je ne suis plus. Désolé. Une blague pas drôle. Vous pouvez refaire l'isolation, ça peut être des portes d'entrée. Et à côté de ça, vous valorisez votre bien en mettant des panneaux solaires sur le toit. Donc c'est exactement comme pour quand on a une maison, et puis c'est exactement comme pour n'importe quoi d'autre en copro, Véronique. Il faut juste se taper l'Assemblée Générale de Copro. Est-ce qu'on peut forcer un peu la main là-dessus et dire j'aimerais qu'on étudie cette question? Oui, on peut. Ce sont des décisions simples. La majorité de 50% suffit pour prendre ce genre de décision. Une majorité à 50% dans toutes les copropriétés de France. Tout ce qui est maîtrise de l'énergie, c'est concerné comme ça. Donc s'il y a la moitié des copropriétaires qui souhaitent le faire, on peut au moins engager les études. Après, les décisions, c'est des décisions d'investissement. Mais je voulais revenir sur l'autoconsommation collective. C'est un peu magique l'affaire, parce qu'on a des panneaux sur le toit qui sont collectifs. On produit l'électricité qu'on injecte sur le réseau interne, en fait, avant les compteurs. Et ensuite, cette électricité est répartie dans tous les logements. Et en fait, chaque compteur électrique, chaque compteur Linky, il va passer deux électricités. L'électricité locale du panneau solaire et l'électricité qui vient de son fournisseur d'énergie. Et en fait, c'est assez magique parce qu'on va pouvoir dissocier les deux. Donc ce qu'on va payer, c'est uniquement l'électricité qu'on achète à son fournisseur d'énergie, auquel on va déduire la production locale. Et donc c'est assez intéressant parce que derrière ce côté physique, en fait, il y a quand même un peu d'intelligence sur le réseau. Il est nécessaire d'avoir Linky. Vous avez parlé de Linky? Oui, bien sûr. Tout le monde là maintenant, c'est quasi obligatoire. Oui. Il y a des coûts supplémentaires. En fait, il faut compter les électrons qu'on produit. Voilà. Sinon, on ne pourrait pas les déduire de votre facture. Les répartir. Alors, donc on peut avoir perdu aussi. Ce qui est intéressant, si un logement est vacant parce que les gens sont partis en vacances, cette électricité ne sera pas perdue, elle sera consommée par les autres logements. Quelles sont les aides financières disponibles en 2025 pour l'installation de panneaux solaires et à qui les demander? Nos demandes Marc. Marc, je me permets de vous répondre, mais complétez mes propos s'il vous plaît. Je suis désolé, j'ai une très mauvaise nouvelle. Si vous comptez sur MaPrimeRénov ou autre, Walou, c'était aussi une question de Louise. Non, pas de dispositif MaPrimeRénov qui est quand même très sollicité. C'est un très gros succès. MaPrimeRénov, c'est des aides assez généreuses pour sur les panneaux photovoltaïques. Sur les panneaux photovoltaïques, c'est non. On va parler des pompes à chaleur après. Et sur le thermique aussi. Sur les thermiques, il y en a. Il y en a, puisqu'en fait, c'est le système de chauffage. On va soit produire de l'eau chaude, soit produire du chauffage. Je change ma vieille chaudière au gaz pour une partie de système combiné. On appelle ça les systèmes solaires combinés qui font à la fois l'eau chaude et le chauffage. Et vous voyez, par exemple, la semaine prochaine, il y a un salon à Lyon qui est très important, un salon
des énergies renouvelables. Eh bien, on va présenter, il y a une maison qui est candidate, là, il y a un fabricant qui présente un projet où on arrive à couvrir 80% des besoins de la maison en chauffage et en eau chaude pour une maison qui est installée à Pau. Vous voyez ? Donc, dans une région qui est quand même où il y a des besoins de chaleur. Pluvieuse, un peu fraîche, l'hiver, bien sûr. Voilà. Ok, donc c'est une maison neuve ou ancienne? Non, une maison ancienne qui a été réhabilitée et 80% des besoins énergétiques sont couverts par ce système combiné. Bon, alors on peut même en profiter pour faire le tour de ce qui peut nécessairement être utile de réviser dans la maison et commencer par l'isolation aussi, parce que ça sert à rien de produire beaucoup si en fait tout part par les fenêtres. Tout ça, c'est toujours avec l'accompagnateur Rénov', hein, tout ça. Il y a plein de choses très compliquées et les choses sont très simples. Vous allez sur France Rénov', vous pouvez être accompagné d'un accompagnateur France Rénov'. C'est gratuit, enfin c'est en tout cas le service vous est délivré gratuitement. C'est de la collectivité, c'est un service public. Il y en a encore en France, ça fait toujours plaisir et puis c'est très utile pour chacun d'entre nous pour des économies, pour la planète aussi, et puis j'allais dire aussi pour la France. Bon, il faut compléter quand même que s'il n'y a plus d'aide sur le photovoltaïque, c'est parce qu'il n'y en a plus besoin en fait. Les opérations sont devenues rentables, donc il n'y a plus besoin d'apporter des aides. Il y a eu des aides pendant 15 ans, et c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Alors, c'est pas tout ça. On a laissé aussi d'autres aides, notamment localement. Hein. N'hésitez pas à aussi consulter vos ADIL ou sur anil.org, anil.org, parce que vous pourrez accéder à des tas d'autres aides aussi locales. On ne les a pas toutes listées, il y a 36 000 communes en France. Mais déjà, la prime à l'autoconsommation, en gros, pour une petite installation, on va compter qu'au bout d'un an après l'avoir installée, on a droit à peu près 800 €. C'est un petit peu de paperasse, mais c'est toujours 800 € de récupérer. C'est toujours ça de prix. Ne l'oubliez pas, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à la demander. La TVA à taux réduit, bon, bah là, ce n'est pas exactement un versement, mais cela dit, ça veut quand même dire que vous allez payer moins cher vos panneaux aussi, parce qu'ils ne sont pas à 20%, ils sont aujourd'hui à 10%. Ils seront demain à 5%, ce qui peut être bien, mais en même temps, si de pair il y a le prix du kilowattheure revendu qui est divisé par on verra combien, le mois prochain, on vous tiendra compte. Mais ça simplifie l'opération quand même. C'est mieux d'avoir... L'investissement, on s'en trouve réduit. Tout à fait. On a une autre question de Jacques. Est-il bien rentable d'installer des batteries pour stocker l'électricité? Ça, peut-être moins. Alors, c'était pas trop le cas, et ça commence à le devenir. C'est-à-dire que pour une maison individuelle, les batteries commencent à fonctionner, notamment avec le nouveau dispositif et les nouvelles aides et les nouveaux prix qui sont prévus pour la vente du surplus. L'utilisation des batteries commence à devenir pertinente. Les prix ont beaucoup baissé. C'est un peu comme les panneaux solaires, en fait. Si vous voulez, l'augmentation des volumes des batteries, qui est due essentiellement aux véhicules électriques, fait que les usines de production ont vraiment grandi de façon extraordinaire. Et aujourd'hui, le prix des batteries a beaucoup chuté. Donc on arrive à des choses qui commencent à devenir économiquement rentables. Je vais vous faire une petite salve de 4 questions d'affilée de la part de Jean-Louis, José, Valérie et Jacques. Quelles sont les différences entre autoconsommation et revente d'électricité produite? Sur autoconsommation avec revente du surplus, hein, c'est livré avec, c'est les deux à la fois. En effet, c'est très rare d'avoir des projets où l'autoconsommation, elle soit à 100%, voire moi je n'en connais pas en tout cas. Le chauffage l'hiver, on aime bien quand même être tributaire du réseau, hein, aussi, c'est plus commode. Peut-on combiner autoconsommation et vente du surplus? Oui, on vient de vous répondre aussi, José. Comment revendre le surplus de notre consommation? Ça se fait tout seul dès lors qu'on a signé ce contrat-là. Nous vous rassurons aussi, Valérie. Et puis Jacques, est-ce que c'est... Non, on lui a répondu à Jacques, c'est sur le stockage d'électricité, c'est de plus en plus rentable quand on a une grosse installation. Ouais, le salon dont je parlais tout à l'heure, qui aura lieu la semaine prochaine à Lyon, sur tous les stands, il y aura des projets de batteries qui vont être présentés. Les panneaux solaires doivent-ils forcément être sur le toit, nous demande Khadija? Non. Pas forcément, mais moi j'ai envie de vous compléter cette information par autre chose Khadija, c'est qu'en fait, il faut qu'ils soient sur le toit pour pouvoir obtenir certaines aides. Sinon, si c'est par terre, non. En copropriété, si on parle de certaines aides locales, en effet, ça va être associé à un projet de rénovation énergétique globale. Donc il faut travailler votre bâti, votre immeuble, votre structure, l'isolation, vous le parliez, etc. Et vous pouvez obtenir en effet avoir des aides si vous mettez des panneaux photovoltaïques sur le toit. Sur le toit, c'est plus simple aussi, puisqu'en fait, il y aura moins de masques solaires, il y aura moins d'ombres qui vont se porter. Mais si j'ai un grand champ et un toit au nord, mais j'ai le PRDK exceptionnel, on n'aura pas les 800 balles, quoi. C'est ça, c'est la prime. Oui, alors. On n'aura pas. C'est pas très grave non plus. Vous parlez de ça, oui, en effet. Mais je me la ramène un petit peu sur cette info parce que je l'ignorais. Et puis en fait, c'est comme la confiture, mais on est un plus en détail. Oui, j'ai appelé ça de la fine fleur. C'est compliqué parce que si par exemple vous le mettez sur une pergola ou un carport, là c'est éligible. Ah, c'est pas un toit, mais c'est un carport, ça marche. Voilà. Okay. C'est partie de. Bon, il faudra le déclarer comme étant une
une construction, hein, évidemment. Mais c'est éligible. C'est un toit, un carport, c'est un toit. Bien sûr, bien sûr. Et c'est une information que j'ignorais complètement, alors que j'ai quand même relu tout ce dossier magnifique que vous retrouvez dans Merci pour l'info, hop là chez vous. Mais ça, c'est la fine fleur du service vidéo de Merci pour l'info qui me l'a appris. C'est Nathan qui nous présente le plus de la rédac. Est-ce que vous saviez qu'il existe une très grosse fleur qui produit de l'électricité? Alors là, je vous apprends un truc. Cette fleur, c'est la Smart Flower, un tournesol de 6 mètres de haut, entièrement fait en panneaux solaires. Sur le papier, c'est une petite révolution dans le monde de l'énergie solaire. 12 pétales photovoltaïques installés sur un mât au sol, qui forment donc une grande fleur. Ce qui la rend unique et qui fait tout le potentiel de l'invention, c'est qu'elle est capable de suivre le soleil tout au long de la journée pour capter un max de lumière avant de se replier le soir ou en cas de vent fort. Faudrait pas l'abîmer. Et avec ça, on produit 40% d'électricité de plus qu'un panneau classique. Et il y a d'autres points cool. Le fait qu'elle fonctionne en plug and play. On la branche et ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'on peut la bouger. Alors oui, elle fait plus de 700 kg, donc faut appeler quelques copains pour la bouger, mais on peut. Et son design, tout simplement. C'est quand même mieux qu'un panneau solaire noir tout simple, non? Mais vous vous en doutez, il y a aussi des inconvénients. Déjà, faut de l'espace pour l'installer. Environ 18 mètres carrés, donc pas trop adapté pour les urbains en appartement. Qui dit pièce qui bouge, dit aussi plus de risque de panne. Une panne de moteur et c'est toute la production qui s'arrête. Pour son prix, comptez entre 15 000 et 25 000 euros. En comparaison, une installation photovoltaïque sur toiture qui produirait environ la même chose coûte entre 8 et 10 000 euros. Et comme l'installation n'est pas directement sur la maison, EDF ne rachètera pas cette électricité. C'est comme ça depuis 2015 et ça a énormément impacté les ventes de la Smart Flower sur le marché français. Finalement, la commercialisation s'est stoppée chez nous en 2017 après que l'entreprise autrichienne qui était derrière cette innovation ait fait faillite. Mais la division américaine de l'entreprise a survécu et le concept y a retravaillé encore et encore pour être amélioré. Vous pouvez donc retrouver la Smart Flower en vente ailleurs dans le monde. La fleur est loin d'être fanée. Dans quelques années, quand l'innovation aura été peaufinée et que des petites fleurs solaires pousseront un petit peu partout sur Terre, vous repenserez à moi. Et vous direz certainement, c'était un visionnaire ce type. Ou alors ça restera un flop pour toujours. Alors je ferai pas le malin. Bon, c'est aussi une possibilité, hein. Bon voilà, un petit pas de côté, merci pour cette trouvaille Nathan. Il y en a d'autres, hein. La France a réussi à avoir plein de bonnes idées. Le TGV c'était au départ, maintenant les Japonais je crois font encore mieux que nous. Mais on se rappelle aussi de l'aérotrain. On fera une petite série d'ailleurs sur Merci.info sur ces inventions originales qui ont parfois révolutionné le monde ou qui sont passées complètement à l'as parce que finalement c'était merveilleux mais ça n'a pas fonctionné. Merci Nathan. Quels sont les avantages et inconvénients d'une pompe à chaleur? On passe aux pompes à chaleur maintenant avec Hervé, par rapport à une chaudière classique, c'est vrai que ma pompe à chaleur, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Des économies, vraiment? Si oui, est-ce que ça veut dire combien? Alors surtout, ce qu'elle apporte, c'est qu'on passe d'une énergie qui produit du CO2, du gaz, à une énergie qui n'en produit pas, puisqu'en France, la quasi-totalité de l'électricité est produite soit par des énergies renouvelables, soit par du nucléaire. Donc, on ne produit pas de CO2. Voilà. Donc c'est ça en fait, l'évolution, si vous voulez, c'est un passage obligé. Si on veut réduire les émissions de CO2 liées au chauffage et au bâtiment, ça passe par l'électrification de la chaleur. Et donc la pompe à chaleur, c'est le moyen de remplacer les chaudières au fioul évidemment en premier lieu, puis après les chaudières au gaz. Alors il y a deux façons de remplacer. On peut remplacer le gaz naturel, qui est en fait de gaz fossile, par du biogaz, qui peut être produit par du gaz de décharge, par des méthaniseurs, etc. Voilà. Du biogaz Non, pas le biogaz, non, vous parlez de... Oui. Le biogaz, c'est plus à la campagne, c'est plutôt avec les vaches, c'est ça? C'est ça, mais ça se fait très bien en Ile-de-France. C'est l'un des plus grands producteurs français de méthaniseurs. Grande terre agricole, l'Île-de-France, oui, bien sûr. En Seine-et-Marne, il y en a beaucoup. Bah ouais. Je rajoute un petit chiffre peut-être à ce que vous avez dit là. Alors au-delà de la dimension écolo, vous savez que nos lecteurs, ils pensent avant tout au porte-monnaie, puisque c'est notre angle à nous. Notre prisme, c'est quand même... je crois que c'est 4 le chiffre. Quand la pompe à chaleur, quand elle consomme 1 kWh, elle en restitue 4. Donc ça ne veut pas forcément exactement dire qu'on fait des économies de chauffage x4. Enfin, non, c'est-à-dire que si on veut comparer à des convecteurs électriques, qui eux, 1 kWh produit 1 kWh thermique, ça, c'est une catastrophe. En fait, là, effectivement, on divise par 4. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez une pompe... Donc les radiateurs électriques, ah oui, c'est le pire. On divise vraiment par 4. Ah oui, par même rapport... les radiateurs électriques un peu récents. Ah oui, c'est mécanique, si vous voulez, c'est des faits joules. Hein. Donc, un radiateur électrique, on chauffe directement 1 kWh, produit 1 kWh thermique. Bon. Tandis que quand vous faites une pompe à chaleur c'est quoi en fait? C'est quand on regarde, c'est un peu comme un réfrigérateur en quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, un réfrigérateur, on rafraîchit l'intérieur du réfrigérateur pour chauffer la paroi arrière du réfrigérateur. Mais là, c'est un peu la même chose, sauf que la partie intérieure, c'est l'extérieur du bâtiment. Voilà. Donc, on va prélever des calories
à des températures assez basses, qui peuvent être autour de 0 degrés, 10 degrés, etc., pour les amener à une température plus élevée, d'où la notion de pompe à chaleur, qui va être 18-20 degrés la température du logement. Et cette transformation se fait grâce à une... Peut-être qu'on peut mettre un dessin, Margot, si tu peux nous mettre le petit dessin, parce que c'est un peu abstrait, mais concrètement, ce que vous dites là, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on pompe de la chaleur, des petites dans l'atmosphère, du calorique à l'extérieur, et on les restitue, on les concentre, on les restitue dedans. Ça, c'est le principe de la pompe à chaleur RR, voilà, ou RO, donc lorsqu'on a des radiateurs à l'intérieur. RO, c'est la même chose, mais quand on a comme des vieux radiateurs en fonte, par exemple, ou qui carburent à l'eau, quoi. Donc, ça chauffe. Alors, évidemment, c'est pas tant que... C'est pas que pour la chaleur, c'est aussi pour l'eau chaude sanitaire, RO. Ça va, au lieu d'aller d'injecter directement la chaleur dans les pièces, aussi, exactement. Et donc ça, c'est important. En effet, ce que vous mentionnez, le 4, c'est le COP, qui va varier en fonction de la température extérieure. Et c'est ça où il faut faire attention, parce que si vous êtes dans certaines zones climatiques, un peu dans le nord de la France, où ça peut descendre plus bas, il va peut-être falloir réfléchir à une PAC hybride qui va associer et une pompe à chaleur et un gaz, puisque quand on descend en dessous de moins 7 degrés, alors il n'y aura plus le bénéfice de la captation des calories à l'extérieur pour les amplifier par ce système électrique. C'est là que ça peut être intéressant d'aller sur la pompe à chaleur qui va dans le sol, la géothermique. C'est ça. Par exemple, parce que dans le sol, effectivement, la température est plus uniforme tout au long de l'année. Et dès qu'on quand on habite en maison individuelle, a fortiori quand on fait construire, c'est un peu le bon investissement. Parce que dans le sol, il gèle pas 1 mètre sous terre, il y a toujours de la chaleur, et donc on peut la pomper et la remettre à la maison. Exactement. Et donc vous pouvez ensuite soit avoir des sondes géothermales, des puits géothermiques en fait, dans le sol, soit carrément dans le jardin, des réseaux de tuyaux qui vont capter cette énergie et qui vont la transformer ensuite, qui vont la monter à la température nécessaire pour chauffer le logement. Mais c'est vrai que ça s'applique surtout à des régions froides. Dans des régions tempérées comme la partie méridionale de la France, là, effectivement, des pompes à chaleur RR ou RO fonctionnent très bien. Vous avez tous les deux répondu à Josh sur est-ce que c'est efficace vraiment en hiver? Oui, plutôt quand c'est géothermique, quoi. Oui, et pour revenir à la première question, les avantages, c'est en effet des avantages donc de gain d'énergie d'une certaine manière par mètre carré, donc sur votre DPE, et le CO2. Et donc installer une pompe à chaleur, ça vous permet de baisser mécaniquement votre étiquette DPE. Ce qui peut être important, en effet, dans les temps qui arrivent. Mais c'est drôlement malin ce que vous dites là, j'y avais pas du tout pensé. On améliore le DPE de son logement avec une simple pompe à chaleur. Oui. On peut gagner une En moyenne, je crois que c'est une étiquette. Mais par contre... c'est pas rien, moi je suis en E. Vous voyez? Par exemple. Si par contre, j'ai plus le droit bientôt. Ce qui est très important, c'est qu'il faut rénover. Puisqu'une pompe à chaleur, elle sera d'autant plus performante que votre logement, il sera rénové. Puisque c'est pas comme une machine thermique où on peut augmenter mécaniquement en tournant un bouton et ça va brûler plus. Là, puisqu'ils doivent capter la chaleur extérieure et le restituer, il faut vraiment qu'il y ait une isolation de la meilleure manière possible. Mais vous venez quand même nous dire que l'installation d'une pompe à chaleur fait gagner une classe énergétique. 2 si on isole. En moyenne. Mais la seule pompe à chaleur, c'est une classe énergétique. Si votre logement que vous mettez par exemple en location devient allouable parce qu'il est en E, enfin G, je ne veux même pas en parler, gagner une classe avec une pompe à chaleur, c'est possible. Tout dépend en effet du projet. C'est pas impossible. La moyenne, ce serait une étiquette en effet. Pensez à ajouter au moins un geste d'isolation et là, la classe est garantie, voire vous pouvez même en avoir 2. Alors la condition quand même, c'est très important parce que dans le solaire, on le voit, on ne peut pas se tromper dans les surfaces de capteurs si on installe un peu trop de capteurs ou pas assez. Ça ne va pas avoir de conséquences dramatiques on va produire toujours de l'énergie. Bon, on en aura pour son argent, je dirais. Tandis qu'une pompe à chaleur, le dimensionnement est essentiel. Donc là, il faut faire attention, et c'est l'installateur ou un bureau d'études, mais souvent c'est l'installateur qui assure l'ingénierie du projet. Et donc il faut bien dimensionner en fonction des besoins du logement, des besoins de la maison, quelle est la puissance nécessaire à installer. Ça, c'est très important. Et donc, un installateur Calipac, c'est le label qui est délivré pour ces gens-là, ont la compétence pour pouvoir faire le dimensionnement de la pompe à chaleur. Alors, on va parler des installateurs, justement, dans un instant, mais une petite salve de questions, quand même, avant ça, sur les pompes à chaleur. Parce qu'installateur et installateur, un petit teaser, tous ne se valent pas. C'est pour ça que vous êtes là, avec Qualité ENR. Comment bien dimensionner une pompe à chaleur pour son logement? Là aussi, on voit Qualité ENR, on voit France Rénov et on est accompagné. Il y aura un bureau d'études qui vous aidera à faire votre projet. Il n'y a pas de formule magique, il faut être accompagné, chaque cas est individuel. Quel entretien nécessite une pompe à chaleur? On nécessite des pompes à chaleur, il y a plusieurs systèmes évidemment. Une réponse peut-être pour Martine?
Il faut de l'entretien. Il y a un entretien qui est régulier, exactement comme une chaudière. On entretient sa chaudière une fois par an. C'est peut-être une fois tous les 2 ans. Tous les 2 ans, oui. Tous les 2 ans pour les. Donc et ça, c'est très important parce que si elle n'est pas entretenue, vous allez perdre de l'efficacité. Oui. Et ça serait malheureux puisque c'est quand même l'objectif. Quand on se dit, moi, ça m'est arrivé que j'avais pas trop de sous, que je louais mon appartement à Paris, que ça coûte cher, de dire, les 120 € pour la révision de la chaudière, à gaz, la classique, je vais peut-être les sauter pour prendre l'année prochaine. C'est un risque qu'on prend pour son installation qui peut coûter beaucoup plus cher, mais surtout, en fait, on fait pas vraiment d'économie. Parce que la chaudière, là où la pompe à chaleur va fonctionner moins bien, donc elle aura une moins bonne rentabilité. Finalement, vous faites des économies, être bon élève et entretenir comme c'est prévu. C'est pas que pour vous embêter. Et dans le cas de la PAC RO, il faut aussi faire le désembouillage des tuyaux. Ouais. C'est un truc qu'on peut faire soi-même, ça? Non. Non. Enfin, moi, je le ferai pas directement. Non, mais surtout une pas en vidange, par copropriété. exemple, Moi, je suis c'est plutôt bête comme habitué aux copropriétés. Quand c'est en copropriété, on fait Oui, vraiment soi-même. d'autant que parfois, c'est des gaz qui se trimballent dans les trucs, donc ça demande quand même une technicité. Ok, donc on déconne pas, on ne fait pas ça soi-même. De toute façon, peut-être que ça ne plairait pas non plus à votre assureur. Non, voilà, Quel problème. Peut-on installer une pompe à chaleur en appartement Capucine? Bah oui, vous nous l'avez dit. Alors en appartement, peut-être que la question de Capucine, c'est pas en copropriété, mais dans un appartement. Alors c'est tout le problème de l'élément extérieur, hein, parce que vous voyez, bon, il y a certains pays de la Méditerranée où on voit ces immeubles avec sur la façade des blocs à chaque fenêtre là. Bon, c'est pas très esthétique. Et ça, je pense que c'est pas une très bonne solution. Donc en maison individuelle, il n'y a pas de problème, c'est très facile à faire. En logement, c'est plus compliqué quand même. En logement, il y a même des nouvelles pistes qui commencent à émerger, de les mettre dans des placards. Ouais. Et des petites choses à l'intérieur. À voir, ça commence à arriver, mais si ça vous intéresse, vous n'avez pas beaucoup. Et oui. Ok, avec un accès extérieur. Hein. Oui, il faut faire un percement. C'est pas le placard de l'entrée, c'est un placard qui est côté. Quelque chose qui existe désormais. Quelle est la durée de vie moyenne d'une pompe à chaleur, nous demande Anta. C'est vrai qu'on l'a dit pour les panneaux solaires, pour être tranquille, c'est rentable en 7 ans, ça dure au moins 25 ans, vous êtes tranquille. La pompe à chaleur, est-ce qu'on a un ratio qui est le même? Alors il y a pompe à chaleur, là aussi les prix ne sont pas les mêmes en fonction des produits, hein, mais bon, disons que c'est la durée de vie d'un équipement classique comme une chaudière, c'est une vingtaine d'années quoi à peu près. Okay. Il faut compter là-dessus. Donc, est-ce que je peux me fier au prix? Je veux dire, cette pompe à chaleur, elle est 10% plus chère que l'autre et donc elle doit durer plus longtemps, elle est mieux ou je crois que là aussi, il faut faire confiance aux installateurs. D'une façon générale, il faut que l'installateur qui vous proposera un produit, en général, ils sont tous associés, affiliés à une marque. Et donc, voilà, vous pourrez comparer les documentations, etc. et les offres de prix également. Mais c'est évident qu'on peut avoir une gamme de prix différente selon... pour une même technologie, en fait, on peut avoir des écarts de prix qui sont sensibles. Ouais. Et pour les pompes à chaleur géothermiques, celles qui vont dans le sol, justement, ça dure beaucoup plus longtemps. Ouais, bien sûr. Oui, ça bouge beaucoup moins, donc c'est plus... avant de revenir sur les installateurs, parce que ça dure... Et restez avec nous, c'est très important, cette dernière partie sur les installateurs. Quelles sont les aides financières pour l'achat d'une installation d'une pompe à chaleur en 2025, nous demande Lazare. Très bonne nouvelle, Lazare, c'est pas comme pour les panneaux solaires, c'est mieux aider les pompes à chaleur. Oui, c'est aider comme un changement de système de chauffage. Si vous faites un projet de rénovation, vous allez changer ce système de chauffage, vous allez être accompagné par MaPrimeRénov' en copropriété et en logement individuel. Pour répondre complètement à Lazare, Margot lui a fait de très beaux tableaux. On retombe sur le système de MaPrimeRénov', qui est sans doute l'aide la plus généreuse concernant ceci, comme pour l'isolation d'ailleurs. D'abord, est-ce que vous habitez en Ile-de-France ou hors Ile-de-France, Lazare? Si vous êtes hors Ile-de-France, vous choisissez ici en fonction de votre revenu selon la composition du foyer. Vous voyez ce tableau sous vos yeux, c'est-à-dire que si vous habitez tout seul et que vous gagnez moins de 17 000 €, vous êtes considéré comme un ménage de revenus très modeste. Si vous habitez avec je sais pas, votre femme et 3 enfants, vous êtes 5, eh ben, il faudrait, pour avoir accès à MaPrimeRénov', vous y avez accès même si vous gagnez plus de 73 000 €, en fait vous restez quand même MaPrimeRénov' rose, même ménage aisé, vous allez être aidé. Une fois que vous avez fait votre repère ici, ou vous pouvez le faire d'ailleurs aussi si vous habitez l'Île-de-France sur le tableau suivant, vous regardez bien combien vous gagnez, vous regardez où est-ce que vous vous situez là-dessus. Ah non, pardon, on n'a pas le tableau suivant. Le tableau suivant, c'est le tableau des ressources en Ile-de-France. Voilà, merci beaucoup Margot. Avec les revenus des ménages très modestes jusqu'aux revenus les plus aisés. Bon, vous voyez que finalement, on est nombreux à pouvoir quand même avoir accès à ces aides-là, qui sont plutôt généreuses. Mais généreuses de combien allez-vous demander? Lazare, on vous répond, c'est le tableau suivant. J'espère que tout le monde a eu le temps de repérer où il se trouvait. Retenez votre couleur, bleu, jaune, violet ou rose. Le tableau suivant va vous donner combien est-ce que vous allez pouvoir bénéficier d'aide là-dessus. Eh bien, retenez, vous étiez bleu, jaune, violet, rose. L'installation d'une pompe à chaleur, si on prend l'exemple de la pompe à chaleur RO,
même si on parle parfois aussi de packs hybrides, elles sont aussi subventionnées, ça peut aller jusqu'à 5 000 €. Si on parle de pompes à chaleur géothermiques, c'est un peu plus solide, c'est un meilleur investissement, mais il est un peu plus cher aussi, c'est jusqu'à 11 000 € d'aide. Alors en vrai, ça représente quoi ça? Combien ça coûte d'installer une pompe à chaleur pour savoir combien je vais vraiment débourser de ma poche? Je lui ai dit jusqu'à 5 000 ou 11 000 €, mais ça paye pas tout. Si vous voulez parler de copropriété, j'aurai les chiffres. En logement individuel, je vais laisser la parole. Oui, Chacun les siens, dites-moi tout. Non, mais ça représente des sommes importantes. C'est difficile de donner un chiffre comme ça, mais ça représente une part significative de la valeur. Ceci dit, moi je trouve quand même qu'il y a un petit manque dans ce dispositif, c'est le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'aide lorsqu'on fait du chauffage avec des pompes à chaleur, mais qui fait aussi de la climatisation l'été. Parce que les problèmes de canicule, c'est très important. On les subit de plus en plus l'été dans pas mal de régions. Beaucoup de personnes âgées veulent rester à leur domicile. Et donc, le fait de pouvoir climatiser une pièce, c'est quand même des choses qui sont nécessaires. D'un point de vue écologique, on peut dire qu'on ne va pas financer la clim des gens. Non, mais c'est obligatoire dans les EHPAD. Et en fait, vous avez raison, il y a une vraie incohérence. Voilà, donc petit coup de gueule, il faudrait qu'il y ait une aide là-dessus. Parce que, il était petit, on ne va pas entendu très fort, il va faire plus fort. Ouais. Vous avez un autre d'ailleurs de coup de gueule là-dessus sur les aides différentes. Vous avez vu que pour le solaire c'était moins aidé, mais c'est pas très grave. Non, mais parce qu'il n'y en a plus besoin. Je crois que les pompes à chaleur c'est encore un peu cher. Les pompes à chaleur c'est encore un peu cher. C'est un sujet qui est compliqué. C'est plus compliqué. Il y a un savoir-faire, une technicité des installateurs qui est beaucoup plus forte. Honnêtement, c'est un vrai sujet technologique. La pompe à chaleur, c'est complexe. Donc il faut des entreprises très qualifiées qui ont des références. Il ne faut pas hésiter à demander des références aux installateurs et d'aller visiter des gens qui ont fait la même démarche que vous. Oui, voilà. Le bouche à oreille, toujours ça compte. Absolument, c'est ça le plus important. On parlait d'arguments écologiques, on parle d'arguments aussi économiques, bien sûr. Un autre argument, c'est un argument cocorico. Vous en avez poussé un tout à l'heure grâce au Renault 5 qui peut servir de pile. On a plein de fabricants français qui fabriquent des pompes à chaleur en France et des produits de qualité. Et puis ce sera de l'énergie française, parce qu'on se chauffe beaucoup au gaz en France, et je crois qu'on produit moins de 1% du gaz qu'on consomme. Donc ça veut dire que concrètement aujourd'hui, vous achetez le gaz qui vous chauffe l'hiver, c'est mon cas, soit à la Russie, soit peut-être aux Émirats, soit du gaz de schiste américain. En Algérie aussi un petit peu. En Algérie un petit peu aussi, bien sûr. Bon, et puis le gaz de schiste américain, effectivement. Oui, qui n'est pas forcément le plus propre. C'est un peu le paradoxe, on interdit en France de le rechercher même. Et on l'achète aux autres. Voilà. Et on ne veut pas acheter le gaz russe, mais en même temps, s'il transite par un autre pays, on l'achète quand même. Tout à fait. Bon, si vous voulez faire un cocorico aussi, c'est quand même aussi un argument. C'est pas que l'environnement est votre portefeuille, c'en est un aussi. Vous pouvez aussi passer la pompe à chaleur. De toute façon, si vous voulez, pour réduire les consommations et les émissions de CO2, il n'y a pas 50 solutions, il faudra passer par l'électrification des réseaux, et des usages. Et il y a la voiture qui est un gros morceau, et puis il y a bien sûr le chauffage des logements. Ça fait plus d'1 an que j'ai eu mon accord de ma prime rénov', renvoyer les papiers, j'attends toujours mon versement Est normal, je demande Delphine. C'est un peu long, effectivement. C'est un peu long. Il y a eu des embouteillages. Oui, c'est d'ailleurs un sujet parce que souvent ce sont les installateurs qui doivent faire l'avance et ils en ont un peu assez de faire l'avance. Ok, quand c'est pas l'installateur, c'est soi-même, et quand on peut avoir une grosse aide, ça veut aussi dire qu'on n'a pas des gros revenus et que du coup ça se mord la queue. Alors il faut dire quand même que les banques ont des dispositifs spécifiques qui prévoient de pouvoir assurer le relais, précisément. Okay. Donc lorsque vous avez une autorisation, un accord de ma prime rénov', il n'y a aucun problème, allez voir votre banquier. On peut avoir des éco-prêts, taux zéro, des choses comme ça. Donc on n'est pas intimidé, même s'il y a un petit délai, c'est être victime de son succès, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont voulu en profiter de ces aides très avantageuses. Donc vous pouvez continuer à y aller. On passe aux installateurs, c'est le sujet que vous nous disiez depuis tout à l'heure. Comment éviter, alors là pour le coup c'est une question qu'on synthétise 40, quels sont les pièges à éviter avant de signer un devis pour une installation solaire, éviter les arnaques, nous demande Gérard et plein d'autres gens. Parce que oui, l'arnaque, il y en a beaucoup. Moi j'en ai un premier, c'est que si on vous sollicite, vous ne répondez pas. Exactement. Cela fait maintenant à peu près 2 ans qu'on n'a pas le droit de faire du démarchage commercial pour de la rénovation énergétique. C'est interdit. Si quelqu'un en fait, ça sent forcément un peu le schmout, Absolument. Donc on ne répond pas, ni que ce soit par téléphone ou quelqu'un qui frappe à la porte. On est à peu près sûr. Vous validez ça que oui, totalement. Aujourd'hui, il y a énormément. Je sais pas, vous recevez 7-8 appels par jour, parfois. Donc, alors on peut en avoir les annuler, ils se renouvellent tout le temps. À l'inverse, les gens sérieux, il faut leur courir derrière, parce qu'ils ont un carnet de commandes bouché sur 6 mois, souvent. Absolument. Donc la disponibilité d'un artisan est plutôt gage. Oui. Bon, alors,
bon, parfois les artisans sont aussi un peu débordés parce qu'ils n'ont pas trop de moyens. Ils sont pas très. Nous, je vois à Qualité ENR, on a beaucoup d'entreprises qui sont de petite taille. Donc effectivement, ils ont des capacités. Mais bon, en plus, si vous voulez, quand on change d'énergie, quand on fait des travaux importants, on n'est pas pressé quand même à quelques semaines, quoi. Il faut programmer ça dans le temps. C'est-à-dire qu'on y pense tous en octobre quand on va économiser le chauffage, mais c'est déjà trop tard. Il faut le faire à contre-saison. Allez-y au printemps, il y a du monde. Moi j'ai raté le coche pour mon insert, j'ai aucune nouvelle de Godin qui m'a abandonné. Mais je vais y repenser là au printemps, ça va être l'occasion de s'y mettre. Et là vous aurez des gens qui seront un peu plus disponibles pour faire des travaux. Oui, on essaie de lisser un petit peu, ça coûte pas plus cher d'attendre un peu ou de prévoir un peu plus tôt. Comment vérifier la fiabilité d'un installateur de demande Solène? J'ai un petit guide qui vient de chez vous pour vérifier la fiabilité de l'installateur. Alors on peut aller sur qualiteNR.org. On va y trouver ce petit guide qui vous permet de vérifier que vous n'êtes pas en train d'embaucher un margoulin. On l'a dit, le premier réflexe, c'est que si vous avez été sollicité déjà, ne répondez pas. C'est pas quelqu'un de sérieux. Et là-dedans, on va retrouver quoi? Les bonnes adresses des gens Les bonnes adresses, l'annuaire en ligne donc, qui permet de vérifier que l'entreprise est qualifiée et selon la technique que vous voulez utiliser, selon que vous voulez faire une pompe à chaleur, des panneaux solaires, une chaudière au bois par exemple. Bon, tout ça, ça correspond à des signes de qualité différents. Et puis, les gens labellisés RGE sont forcément des gens honnêtes. Absolument. Ils vont vendre des bons appareils. Oui, alors ils sont honnêtes pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, si vous voulez, on les connaît. Ils sont référencés chez nous, on a vérifié qu'ils étaient assurés, qu'ils avaient une garantie décennale, par exemple, c'est très important. Oui, vous ne distribuez pas des labels comme des cartes, vous vérifiez bien tout ça. Oui. Et donc, ça permet aussi, si l'entreprise, si le particulier a une difficulté avec l'entreprise, il va nous le signaler, et donc nous, on va tout de suite agir sur lui. Je voulais juste dire que pour ce qui est de la copropriété, nous, on a aussi un annuaire sur Coach CoPro qui va exactement cibler les installateurs qui sont en capacité d'agir en copropriété. Ce n'est pas exactement les mêmes conditions et donc par conséquent on a dédoublé la chose pour que vous ayez, lorsque vous êtes copropriétaire, une information dédiée pour vous. Ça passe nécessairement par le syndic de copropriété? Non, vous pouvez vous-même regarder sur l'annuaire, vous pouvez contacter vous-même des entreprises. Après, en effet, la prise de décision dans les travaux, ça va être en assemblée générale quand vous êtes en copropriété, et donc il y aura le syndic qui sera présent. Je ne veux pas être trop mauvaise langue, mais cette spécificité assez française du syndic de copro, pour pouvoir y avoir été confronté, je pense que ça parlera du monde, parfois on se dit qu'on ferait un peu mieux soi-même qu'en faisant appel au syndic, qui va plutôt trouver quelqu'un qui va être trop cher. Je rappelle que les syndics sont rémunérés aussi au pourcentage du prix du projet. Certains mauvais esprits peuvent parfois penser... Je pense que c'est être mauvais esprit. C'est mauvais esprit. Je pense que vous ne vous rendez pas compte dans ce cas-là du travail que c'est de faire des comptes, de monter des comptes. Donc vous dites on peut le faire tout seul dans son coin, mais en fait pas forcément, on fait confiance à ce syndic, c'est ça? Oui, le syndic est un acteur important. L'espace France Rénov' avec les conseillers va vous accompagner. Des installateurs et les bureaux d'études seront en capacité de répondre à vos questions. C'est un écosystème qu'il faut utiliser et qu'il ne faut pas négliger ces acteurs-là comme des courroies de transmission qui peuvent être pertinents. Concrètement, quelle est l'entrée? Vous me dites, vous pouvez vous renseigner, ou en même temps, ça sera le syndic de le faire. Je peux en parler à ma prochaine AG de copro. Je peux m'être renseigné un petit peu, avoir pris l'initiative pour mon immeuble d'appeler un conseiller France Rénov' par exemple. Bien entendu, vous pouvez vous enregistrer votre immeuble à votre nom. Vous allez suivre un webinaire d'accueil qui vous guidera vers les différents choix qui vous sont proposés. Il y aura après, si vous voulez aller plus loin, un accompagnement spécialisé mis en place par un conseiller. Et lors de la prochaine Assemblée Générale, vous aurez des informations, des arguments pour convaincre vos autres copropriétés de vous engager sur un chemin qui est relativement long. Le temps de la copropriété est quand même plus long que le temps de la Oui, bien sûr. C'est normal, on est plusieurs, il faut s'entendre. Il faut prendre une décision, c'est plus... Et ça va passer par la rédaction d'un diagnostic technique global, par exemple, ou après d'une phase de maîtrise d'œuvre conception. Et lors de ces différentes phases, vous pouvez les regarder via les annuaires de Qualité ENR et Coach CoPro, des professionnels qui seront en capacité de faire ces actes. Et oui, c'est ce qu'on disait, il faut contacter 3-4 professionnels différents pour avoir quand même un beau panorama des offres disponibles et des différentes solutions proposées. Oui, ça c'est la règle de base. Toujours au moins 3 devis d'installateurs différents, tous labellisés RGE. Les installateurs labellisés RGE, c'est un gage de confiance. On nous dit sur Qualité ENR, vous pouvez retrouver sur qualiteNR.org la liste de ceux que vous avez labellisés vous-même. Sur France Rénov', la liste de tous ceux qui ont été labellisés, puisqu'il y a d'autres organismes de labellisation aussi, qui font un travail rigoureux. Vas-y, vous vérifiez jusqu'à... leur travail aussi. Oui, bien sûr. Une grosse partie de notre mission, c'est de lancer des audits énergétiques donc sur les installations qui sont réalisées. Donc, en fait, tout installateur qualifié régulièrement est contrôlé sur chantier
pour vérifier que le travail qu'il a accompli est conforme aux règles de l'art. Et donc, s'il y a des anomalies, il est rappelé à l'ordre, on l'oblige à remettre en conformité les installations. Et s'il continue à dériver, il peut perdre sa qualification. Voilà. Vous venez de passer une petite heure avec nous, c'est que sans doute vous vous intéressez à installer des panneaux solaires chez vous, dans votre maison, dans votre immeuble. Vous vous intéressez peut-être à installer une chaudière. Je vous rappelle que vous pouvez synthétiquement retrouver tout ce qui vous intéresse ici, dans votre magazine. Vous pouvez aussi vous intéresser à France Rénov', hein, c'est toujours la porte d'entrée pour tous vos projets de rénovation. Et puis après, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on fait? Si vous nous synthétisez, je suis en maison individuelle, je suis en copro. En maison individuelle. En maison individuelle, pour le choix il faut avoir une vision globale de sa maison, voir ce qu'on veut faire, quelles sont les techniques. Et là, je pense qu'il faut commencer par isoler le bâtiment. Si ce n'est pas le cas, surtout qu'on risque, si on met une pompe à chaleur qui va pomper beaucoup, oui, qui va être surdimensionnée. Bien sûr. Donc, il faut commencer par isoler le bâtiment. Une fois que ça veut dire qu'il faut être en classe énergétique C, D maximum. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, alors ça dépend parce que vous voyez, en ce moment, le DPE fait l'objet de pas mal de débats. Si vous êtes dans un bâtiment avec des murs très épais, etc., ce n'est pas forcément de l'isolation qui va résoudre le problème. Vous voyez, au contraire, ça va permettre d'avoir de l'inertie dans le bâtiment, ce qui est une bonne chose, parce qu'il y aura aussi le confort d'été qui va être satisfait avec cette inertie. Vous voyez, oui, l'isolation, ce n'est pas que du froid, c'est aussi du exactement. chaud. Hein. Donc, il y a ce côté-là, il faut déjà traiter l'enveloppe du bâtiment, et ça passe aussi par les huisseries, etc. Il faut vérifier tout ça. Et ensuite, une fois que vous avez traité l'enveloppe du bâtiment, vous pouvez vous intéresser au système de production d'énergie. Alors que si vous êtes avec une chaudière au fioul, évidemment, ça sera privilégié pour pouvoir passer avec une pompe à chaleur. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut traiter la question du confort d'été maintenant, qui devient de plus en plus crucial. Parce que... Surtout en vieillissant, on a un pays vieillissant, hein, et puis la chaleur est plus insupportable à 80 ans qu'à 28. Hein. Exactement. Donc c'est un sujet qui va arriver, je pense que je ne serais pas étonné que ma prime rénov' évolue dans les mois ou les années qui viennent pour pouvoir... Mais ils ont peur, je pense que si on autorise entre guillemets la clim, ça soit vraiment très développé. Hein, voilà. Et donc ça pompe beaucoup de budget de l'État. C'est pour ça je crois que c'est limité. Mais je pense que ce serait nécessaire. Mais on les place ailleurs. On a vu, enfin, les budgets ont été un petit peu rabotés quand même aussi. Ouais, hein. ouais. Et alors en habitat collectif, comment est-ce qu'on peut faire en 1, 2, 3, 4 points? Ça va être à peu près similaire. Il faut réfléchir en effet à un projet de rénovation énergétique global si possible. Donc il faut convaincre ses copropriétaires de s'engager dans ce type de travaux. Ça veut dire réaliser un diagnostic technique global de votre immeuble qui va identifier les points en effet sur lesquels on peut réaliser des économies d'énergie, donc une isolation, la toiture et le système de chauffage. Dans le cas d'un système de chauffage, pour les pompes à chaleur, on va plutôt être du RO. Et qu'on va essayer de placer soit en cour, soit en toiture. Donc il faut identifier si on a un espace disponible. En logement individuel, c'est quand même plus simple de le trouver. En collectif, il faut quand même vérifier ça. Donc après, c'est s'intéresser à l'état de la toiture. Si on est en toiture, est-ce qu'elle est en capacité de supporter ces installations? Donc là, bien entendu, votre bureau d'études va vous accompagner et va certainement mandater des entreprises qui sont en capacité de réaliser ces études structure. Et oui, le message le plus important, je pense, c'est si on veut faire une pompe à chaleur, il faut rénover. Elle sera d'autant plus efficace. Elle sera d'autant mieux dimensionnée si vous avez rénové votre bien. Pour les panneaux solaires, individuels ou collectifs, le soleil est toujours là, on vole personne, ça produit de l'électricité, tout va bien. Pour le système de chauffage, ça ne sert à rien de surchauffer une maison qui est isolée avec les pieds. On risque même, si on fait l'isolation après, aussi de foutre en l'air tout le système. Donc l'isolation avant le chauffage. Mais les panneaux solaires, c'est open bar, on est d'accord là-dessus? Les panneaux solaires, en effet, photovoltaïques. Photovoltaïques, pardon. Merci beaucoup, Lucas Sittler. Vous êtes, je le rappelle, chargé de mission énergie renouvelable et récupération à l'Agence parisienne du climat. Merci beaucoup d'être venu nous prodiguer vos bons conseils. J'espère qu'on se reverra bientôt. À vous de m'avoir invité. Merci beaucoup aussi à André Joffre. Vous êtes président de Qualité ENR. C'est une asso qui labellise très sérieusement les artisans qui ne sont pas ceux qui vous appellent au téléphone et qui mettent des trucs dans votre boîte aux lettres et tout ça. Les gens sérieux. Absolument. Et qui fête ses 20 ans cette année, donc c'est une association qui s'inscrit dans la durée. Mais voilà. Vous ne m'avez pas dit bon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire, André, vous ne les faites pas. Merci à Margot qui a préparé cette émission, à Maxime, Antoine, Simon, Baptiste, tous les copains qui l'ont réalisé. À Nico pour la création musicale. Oui, c'est une petite dédicace. Merci surtout à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle que nos abonnés, merci pour l'info que vous pouvez retrouver ici et sur merci pour l'info
peuvent aussi consulter des experts qui vont leur prodiguer des conseils individualisés. Vous pouvez appeler les experts de Merci pour l'info quand vous êtes abonné seulement au 02 54 72 73 74. Ils sont tous diplômés pour toutes les spécialités. Ils ont tous un master de droit minimum. Et puis si leur spécialité c'est pas celle pour laquelle vous les appelez, ils vous passeront un copain de qui c'est la spécialité. Je les ai testés plusieurs fois à l'aveugle. Ils sont vraiment excellents. Profitez-en, vous les appelez pas assez. Notre prochain rendez-vous pour les experts, ce sera un expert IMO. Est-ce que c'est le moment d'acheter? On reste dans la maison, mais là, on n'a pas encore la sienne. Eh bien, spoiler, oui, ça redevient le bon moment pour acheter sa maison. Moi, j'ai acheté pile dans le creux, c'était pas le bon moment, mais vous pouvez me venger en faisant les choses correctement. On se retrouvera donc le 24 avril. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon petit mois, et puis à très très bientôt. Merci, salut.